Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL et OM5 TV, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Une actualité sociale chargée avec la grève des transporteurs, la grève des chauffeurs de taxis collectifs, celle de la Guyane ou encore la grève annoncée demain, jeudi, du personnel du CHUM, Centre hospitalier universitaire de la Martinique. Après avoir exercé 3 mandats de député de la 4e circonscription de Guadeloupe, Victorin Lurel, l'ancien ministre des Outre-mer, ne se représentera pas une 4e fois. Le week-end dernier s'est tenu à l'hôtel La Batelière le 15e salon de la beauté et du bien-être. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, après celui de l'approvisionnement en carburant, c'est maintenant le blocage du déchargement de marchandises au port de Fort-de-France qui pose problème. En effet, l'accès au site est toujours barré par les transporteurs qui ne laissent sortir que les produits dangereux et de manière exceptionnelle quelques camions-citernes de carburant. Demain, jeudi, un important chargement de denrées alimentaires à destination de la grande distribution est notamment attendu, mais tant qu'une réunion avec la CTM n'aura pas été obtenue, la situation ne devrait pas évoluer. Une réunion a cependant pu avoir lieu ce soir entre les transporteurs et les représentants de l'État, de la DEAL et de la CCIM. On notera par ailleurs que les grévistes n'empêchent pas le départ des cargaisons de bananes. Ainsi que nous vous l'avions annoncé, les chauffeurs de taxis collectifs de notre île n'étaient pas sur les routes de la Martinique aujourd'hui, mercredi 5 avril. Ils se sont réunis afin de définir quelles seraient leurs revendications précises pour qu'elles soient mieux prises en compte dans le cadre de la mise en place de la nouvelle autorité unique du transport et notamment en ce qui concerne le TCSP. Nous vous l'avions dit hier, mardi, les membres du collectif citoyen contre la hausse des impôts dans le Sud ont fait irruption dans les locaux du siège de la communauté d'agglomération à Sainte-Luce, mais ils n'étaient pas seuls. En effet, 8 entrepreneurs spécialisés dans les réseaux d'approvisionnement en eau se sont joints à eux pour réclamer les 20 millions d'euros que leur devait le syndicat intercommunal du Centre et du Sud, une institution dont les compétences ont notamment été récupérées par l'Espace Sud. Et puis, un nouveau mouvement de grève affecte les services du CHU de Martinique. Le personnel dénonce encore une fois les difficultés dues au manque d'effectifs et les mauvaises conditions de travail. Le nouveau plateau technique aura donc été loin d'apaiser la situation. En Guyane, la situation est toujours très tendue. Les manifestants occupent le centre spatial guyanais depuis hier soir, mardi 4 avril. Lors du Conseil des ministres, François Hollande a salué ceux qui avaient fait le déplacement pour négocier et a appelé au dialogue et à la responsabilité. Les élus et les représentants des collectifs sont tombés d'accord sur un nouveau document de 32 revendications d'urgence, ainsi que sur le montant que le plan d'aide du gouvernement devrait finalement atteindre pour la Guyane. Alors que le Premier ministre Bernard Cazeneuve avait qualifié d'irréaliste leur demande de 2,5 milliards d'euros, le collectif pour la Guyane décollée, pour que la Guyane décolle, qui regroupe l'ensemble des mouvements protestataires, réclame désormais 3,1 milliards d'euros. Les Guyanais attendent maintenant des réponses après le Conseil des ministres qui a eu lieu ce mercredi matin. En sortant de l'Élysée ce midi, le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll a rapporté les propos du chef de l'État, citons-le. La méthode doit être le dialogue et la responsabilité. François Hollande a par ailleurs salué en séance le courage des ministres Erika Barrette et Mathias Fekl à des moments où l'intimidation avait pris le pas sur le dialogue, a-t-il déclaré. Des réponses plus concrètes sont désormais attendues par le mouvement social en Guyane. De son côté, le Premier ministre a affirmé qu'il ne s'engagerait que s'il est certain de pouvoir tenir ses engagements précisément.
Depuis hier, mardi 4 avril, les manifestants occupent le centre spatial guyanais, exigeant le versement des milliards d'euros qu'ils ont demandés. Devant les grilles du centre spatial, ils étaient encore des centaines à être mobilisés hier soir, dans une ambiance plutôt musicale et festive. Rappelons que ce lieu est hautement symbolique. Il représente une certaine fracture au sein du territoire guyanais. En effet, l'État investit d'importantes sommes pour ce projet industriel, alors que très peu d'infrastructures sont mises en place pour la population guyanaise, selon les manifestants. Par ailleurs, à Paris, des Guyanais ont également manifesté et demandé à être reçus par le Conseil des ministres. Ils ont finalement obtenu que leur délégation soit accueillie par le directeur de cabinet du ministre de l'Outre-mer. De nouvelles mobilisations sont prévues à Paris samedi après-midi. Dans une île comme la nôtre, très dépendante de son port, la gouvernance de ce dernier est particulièrement importante. Or, les décrets d'application de la loi pour l'économie bleue, votés en juin 2016, viennent d'être publiés au journal. Et précisément, ils concernent les ports. Ces décrets attribuent plus de présence aux collectivités territoriales. Ainsi, dans le conseil de surveillance vont figurer 2 membres, au lieu d'un seul, du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port. Chez nous, il s'agira de 2 membres de la CTM. Par ailleurs, la commission des investissements portuaires que préside de droit le président du conseil régional, en Martinique la CTM, devra être saisie pour donner son avis sur tout investissement qui devra intervenir dans le port. Accusé de favoritisme pour avoir accordé des marchés publics à la société de restauration scolaire Servichef au détriment de la Datex, sans tenir compte des règles de concurrence, Eugène Larcher, le président de l'Espace Sud, comparaîtra le 3 mai devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France. Éric Copette, ancien cadre du PPM et responsable de Servichef, entreprise faisant partie du groupe Mon Plaisir, sera lui aussi appelé à la barre. Mais, puisque nous parlons du respect des règles, espérons que notre territoire ne tente pas de concurrencer l'Hexagone en matière de scandales politico-financiers. L'individu qui comparaissait pour blessures involontaires sur la policière qu'il avait renversée avec son scooter lors du carnaval de Rivière-Pilote a été jugé aujourd'hui, mercredi 5, par le tribunal correctionnel. Il a été condamné à 20 mois de prison avec sursis, 1 an de suspension de permis de conduire et 10 000 € de dommages et intérêts. On notera que pour une fois, le parti de la victime s'est estimé satisfait du verdict. Et puis, la semaine dernière, le 28 mars, les forces de l'ordre démantelaient un réseau de narcotrafiquants dans le nord de l'île. 4 suspects sont concernés dans cette affaire où 1000 grammes de cocaïne, 100 grammes de cannabis, 230 de crack et plus de 14 000 € en liquide ont été saisis. En voyage à Bordeaux, le président de l'Assopamar, M. Bérisson, ne rend pas forcément service à la Martinique. En Martinique, beaucoup d'argent à dépenser pour tenter d'attirer dans notre pays un maximum de touristes français notamment. Mais il est probable que les campagnes de communication lancées dans ce sens puissent convaincre les juges qui officient à Bordeaux. En effet, à l'occasion du procès Albioma qui se tient devant la Cour d'appel de Bordeaux, nous vous en avions parlé, M. Bérisson, le président de l'Assopamar, a affirmé en substance au cours de l'audience que la Martinique est si polluée qu'on ne peut y venir que si on souhaite tomber malade. Après avoir exercé 3 mandats de député de la 4e circonscription de Guadeloupe, Victorin Lurel, l'ancien ministre des Outre-mer, ne se représentera pas une 4e fois. Il pourrait briguer par contre un poste de sénateur. À sa place, il proposerait à ses électeurs de voter pour sa suppléante actuelle, Hélène Vainqueur-Christophe. Il serait sans doute intéressant de s'attarder sur le bilan de Victorin Lurel. Il faudrait alors porter à son crédit, outre la loi contre la vie chère, le magistral bâtiment qu'est le Memorial Act, qui, outre un lieu de mémoire, est une attraction touristique et donc un investissement économique de tout premier ordre. Mais il est une chose qu'il a faite et qui est peut-être passée inaperçue.
Il a obtenu de son ami François Hollande que soit installé à la rue Oudinot non plus le secrétariat d'État comme c'était le cas souvent auparavant, mais un ministère à part entière et que l'on parle désormais des Outre-mer, ce qui met bien l'accent sur leur diversité plutôt que de l'Outre-mer. Victorin Lurel a su également, en partenariat étroit avec Serge Letchimy, mettre un maximum de choses dans la loi sur l'égalité réelle. La qualité de l'air est particulièrement médiocre ce mercredi 5 avril du fait du passage d'une importante brume de sable saharien sur notre territoire. Le phénomène qui s'ajoute à la pollution due à l'activité humaine devrait durer jusqu'à la semaine prochaine. Toutes ces dernières décennies, tant la droite que la gauche en Martinique ont mis l'entreprise au centre de l'économie. Pas étonnant dès lors qu'au cours du 4e trimestre 2016, 827 entreprises ont été créées en Martinique, soit une augmentation de 14%. Pour certains, ce chiffre peut mesurer la bonne santé de notre économie, en même temps que le sens de l'initiative des Martiniquais. Pour d'autres, c'est exactement le contraire. Ils argumentent que le tissu économique étant incapable de créer des emplois salariés, les Martiniquais désireux de gagner leur vie n'ont pas d'autre choix que de créer de petites entreprises qui, souvent, hélas, ne durent pas très longtemps. Géant Casino est un hypermarché de 5800 mètres carrés situé au Gosier en Guadeloupe. Il emploie 118 personnes et fait partie d'un ensemble comprenant une galerie commerciale, le tout appartenant au groupe Oyoen. On devrait dire maintenant appartenait, car il vient d'être racheté par le groupe Bernard Ayotte qui va y installer un hypermarché Carrefour. Toute la transaction est bouclée, il n'y manque plus que l'aval de l'autorité de la concurrence. Pour l'instant, il ne semble pas que l'emploi des salariés soit menacé et les commerçants de la galerie sont plutôt contents. Selon eux, ils avaient le potentiel mais n'a jamais véritablement décollé. Notons qu'en Martinique aussi, le groupe Oyoen, ou plutôt précisément le secteur de ce groupe, qui concerne la grande distribution, connaît également des difficultés. Des rumeurs persistantes et dignes de foi affirment que si Océanis Eurobert, propriété du groupe Oyoen, n'a pas encore été vendu, c'est parce que le groupe veut vendre en même temps le géant casino de la Batelière. Rappelons que dans cette zone devrait s'installer bientôt un magasin Leader Price. L'agitation sociale ne semble connaître aucune limite. Ce mercredi matin, les élèves de 3e du collège Édouard Glissant au Lamentin ont organisé un mouvement de grève. Un examen de brevet blanc qui aura lieu demain et vendredi ne leur aurait été annoncé qu'hier, mardi, ce qui ne leur laisserait pas le temps de réviser. Suite à une rencontre avec les responsables de l'établissement aujourd'hui, ces derniers auraient refusé tout report du brevet blanc. Nous saurons demain si les collégiens seront allés jusqu'au bout de leur contestation. Et puis, le week-end dernier s'est tenu le 15e Salon de la beauté et du bien-être, un moment détente et soin, tant pour les femmes que pour les hommes, réunis pour l'occasion à l'hôtel La Batelière. Au fil des années, le salon Beauté et Bien-être s'est résolument imposé comme un espace dédié aux échanges et à l'initiation autour de la beauté et du bien-être, comme son nom l'indique. Ainsi, quelques 3000 visiteurs ont pu découvrir, le temps d'un week-end, les dernières thérapies du corps et de l'esprit pour se sentir bien dans sa peau et trouver le juste équilibre dans sa vie. Au fil des stands disposés à l'hôtel La Batelière, les 60 exposants ont présenté les bienfaits de l'alimentation diététique, par exemple, les produits cosmétiques naturels ou encore la médecine douce. Il y avait également des expositions de vêtements et de bijoux, outil privilégié des femmes ravies d'assister à des défilés de mode l'après-midi. Ce salon, véritable carrefour centré sur la santé et le bien-être, a donc été l'occasion de s'informer, de découvrir et peut-être de se lancer dans de nombreuses pratiques pour prendre soin de soi. Les exposants ont été très à l'écoute des besoins exprimés par les visiteurs, leur prodiguant des conseils et leur permettant même d'essayer certains produits, pratiques et concepts visant à nourrir le corps et l'esprit. Du plus jeune âge à celui de la sagesse, tous les publics étaient les bienvenus. Notons que de nombreux artisans locaux ont ainsi été mis à l'honneur. Cette 15e édition du Salon Beauté et Bien-être a sans conteste remporté un franc succès. Regardez.
Le 2 mai sera un grand jour pour un médecin néphrologue, spécialiste donc des reins, qui s'appelle Alexandre Loupy. Ce jour-là, en effet, il se trouvera à Chicago, où il sera venu recevoir l'American Society of Transplantation Award. C'est une distinction américaine prestigieuse qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été remise qu'à des Américains. Or, il se trouve que Alexandre Loupy est réunionnais. Issu d'une famille de pharmaciens, il a fait ses études secondaires à Saint-Denis de la Réunion et ses études de médecine à Bordeaux. En 2002, il a intégré l'internat des hôpitaux de Paris, où il décrochera en 2008 son diplôme d'études spécialisées de néphrologie avec une médaille d'or de l'internat. Actuellement, médecin hospitalier au service de transplantation rénale à l'hôpital Necker de Paris, il a reçu l'American Society of Transplantation Award parce qu'il a publié dans les revues scientifiques internationales dans lesquelles il expliquait avoir découvert avec son équipe de nouvelles formes de rejet qui ont été ajoutées à la classification internationale du rejet. Il a également découvert certaines propriétés des anticorps que portent certains patients et qui peuvent attaquer le greffon. Il a enfin découvert une technique qui permet de les détecter et d'adapter les traitements. On se souvient qu'au mois de mars, la collectivité territoriale de Guyane avait signé une programmation pluriannuelle de l'énergie avec la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. Cette programmation vient d'être publiée au journal officiel de la République. C'est la première étape pour son application. Les panneaux voltaïques nécessaires à la production d'électricité solaire sont de moins en moins chers, ce qui fait baisser le prix de cette énergie propre et renouvelable et permet des investissements à forte rentabilité. La Nouvelle-Calédonie en tire les conséquences et est actuellement en train de construire des nouvelles centrales photovoltaïques qui seront opérationnelles avant la fin de l'année. La production d'électricité dans ce pays passera alors de 22 MW crête actuellement à 79 MW crête. Les spécialistes affirment que la Nouvelle-Calédonie se fournira à 100% en énergie renouvelable dès 2030. Ce pays a fait le choix d'installer ses panneaux photovoltaïques à même le sol, ce que la Martinique refuse. Il est vrai que la Nouvelle-Calédonie, c'est en surface plus de 16 fois la Martinique et en population 113 000 habitants en moins. Elle a donc par rapport à nous beaucoup plus de place. Sur les 10 projets autorisés, 6 sont des fermes photovoltaïques classiques sans stockage. Elles ne permettent donc pas de diffuser du courant la nuit. 2 projets sont prévus avec stockage. Les 2 autres sont des serres photovoltaïques, c'est-à-dire des structures qui combinent la production agricole et la production électrique. Elles sont conçues pour résister aux fortes pluies, aux cyclones, voire aux tremblements de terre. En ce qui concerne le financement de ces fermes photovoltaïques, les retombées sont à ce point intéressantes pour les investisseurs que peu d'entre eux montent des dossiers de défiscalisation. L'ensemble de l'investissement est estimé à environ 109 millions d'euros, soit une moyenne d'un peu plus de 10 millions par ferme photovoltaïque. La Réunion est dépendante de l'importation massive d'énergie fossile, charbon, pétrole. En charbon et énergie fossile qu'elle ne produit pas, l'île de la Réunion dépense chaque année plus de 600 millions d'euros. Alors qu'elle dispose d'énergie propre non suffisamment exploitée. Le vent, le soleil, la houle et même le volcan. Tout cela existe également en Martinique. C'est pour cela qu'à La Réunion, de plus en plus de voix s'élèvent pour que ce pays atteigne l'autonomie énergétique. Des initiatives intéressantes sont d'ailleurs déjà prises dans ce domaine. Plus de 100 000 chauffe-eau solaires sont déjà installés sur les maisons à La Réunion et une ville, Sainte-Suzanne, est une ville à énergie positive, avec de l'énergie solaire, de l'éolien et de la méthanisation. On parle bien entendu beaucoup de ce qui se passe en Guyane et on ne se rappelle plus guère que tout est parti d'un mouvement contre l'insécurité. En Nouvelle-Calédonie aussi, s'est mis en place un collectif pour lutter contre ce qui, décidément, apparaît de plus en plus comme des fléaux de l'outre-mer. Mais le mouvement n'a pas pris beaucoup d'ampleur. Le blocage pendant une journée de l'administration concernée par des grévistes a été levé. Ces derniers ayant obtenu un rendez-vous vendredi avec les autorités compétentes, notant qu'en Guadeloupe, où la criminalité a beaucoup augmenté toutes ces dernières années,
aucun collectif ne s'est créé, pas plus qu'en Martinique. Pour l'heure, aucune mobilisation ne semble devoir intervenir sur ce thème. Le groupe Action Logement est une structure qui gère la participation des employeurs à l'effort de construction. Depuis 1992, cette participation s'appelle PEEC, Participation des employeurs à l'effort de construction, s'élève à 0,45% de la masse salariale. Actuellement, ce groupe installe des comités territoriaux dans les départements d'outre-mer. Ça a déjà été le cas à La Réunion et à Mayotte. Ça a été le cas récemment à la Guadeloupe. L'objectif, dit un des responsables de cette structure, c'est, citons-le, d'être un peu plus fin au niveau des besoins de logement et ensuite de porter des réponses à ces besoins. Nos services vont concerner tous les salariés des entreprises ainsi que les personnes en contrat de professionnalisation et d'alternance. Une priorité sera donnée aux petites entreprises qui emploient entre 10 et 20 personnes. Les comités territoriaux d'Action Logement sont composés paritairement de représentants d'organisations patronales et d'organisations syndicales. Ils comptent entre 10 et 20 personnes. Nul doute que la Martinique sera bientôt concernée par ce déploiement outre-mer d'Action Logement et il faut s'en réjouir car un certain nombre de salariés pourraient obtenir plus facilement le logement dont ils ont besoin. Passons, si vous le voulez bien, au savoir et réfléchir de Roland Laouchi. La Corse, on le sait, ne fait pas partie des outre-mer de la France. Pourtant, avec 322 000 habitants, ce n'est tout de même pas une simple excroissance de l'Hexagone comme un caillou posé au large. C'est véritablement un territoire de l'autre côté de la mer et dont l'histoire ne s'est pas toujours confondue avec celle de sa métropole. Loin s'en faut. Mais il est vrai que la Méditerranée, ce n'est ni l'océan Indien, ni l'Amérique, et que 370 km, ce n'est pas 6800 km, comme lorsqu'on va en Martinique, ou près de 17 000 lorsque l'on va en Nouvelle-Calédonie. Il est donc plus facile, parce que c'est infiniment moins onéreux, c'est vrai, de permettre à la Corse de bénéficier de la continuité territoriale que d'adopter la même mesure pour les Outre-mer. Les vrais Outre-mer. Reste que ce pays qui a vu naître Napoléon, comme le nôtre a vu naître son épouse, fut un temps très en retard de développement, comme le sont les Outre-mer aujourd'hui et singulièrement la Guyane. Mais à l'époque, on s'est penché très sérieusement sur le mal développement de la Corse, et il y a longtemps. Dans un article qu'il a fait parvenir à ses nombreux amis, Claude Gelbras rappelle que la Corse a été transformée en zone franche globale de 1997 à 2002, puis en est sortie progressivement en 2007. Et lorsque Bruxelles a refusé de prolonger cette zone franche globale, le gouvernement français a mis en place un programme exceptionnel d'investissement, un PEI, de 2 milliards d'euros sur 15 ans. L'Europe l'a accepté. Ce PEI, il faut le préciser, ne concernait que les équipements collectifs et il a été extrêmement positif pour la Corse. Claude Gelbras signale que la Corse avait 268 000 habitants, à peu près le même nombre que la Guyane aujourd'hui. Et aujourd'hui, précisément, grâce à ce programme, la Corse compte 3 aéroports internationaux, Ajaccio, Bastia et Figari, 25 marinas, 3 millions de touristes par an, une croissance supérieure à la moyenne des régions françaises, un chômage inférieur à celui de l'Hexagone. Claude Gelbras conclut, citons-le, « À l'évidence, la politique de développement économique mise en place par les gouvernements de l'époque a porté ses fruits. Les investissements ne l'ont pas été à fond perdu. Par ailleurs, on peut affirmer que la paix civile et l'état de droit ont retrouvé leur légitimité. » Fin de citation. Bien entendu, il est évident que la vraie conclusion de M. Gelbras, mais il ne l'écrit pas, est celle-ci. Pourquoi ce qui a été possible pour la Corse ne l'est pas pour la Guyane et même pour tous les Outre-mer, avec sans doute évidemment les aménagements nécessaires.
Dans la rubrique santé, il est question ce soir de l'hépatite A. Toutes les hépatites sont des inflammations du foie. Le plus souvent, elles sont liées à une infection par un virus. Selon le virus en cause, on parlera d'hépatite A, B, C, D ou E. Rappelons qu'il en existe d'autres, mais ces 5-là sont les plus fréquents. Premièrement, toutes les inflammations du foie vont créer les mêmes symptômes. Dès lors que le foie ne peut plus assurer ses fonctions, notamment de transformation et d'élimination de la bilirubine, résultant du recyclage des globules rouges, les pigments biliaires ne sont plus produits. La bilirubine, qui est un fort colorant jaune, augmente dans le sang et disparaît dans les selles, d'où les symptômes suivants: un ictère ou une jaunisse, c'est-à-dire que la peau et le blanc des yeux deviennent jaunes, des urines foncées, des selles claires, une grande fatigue, des symptômes digestifs, nausées et vomissements, ainsi que des douleurs abdominales. À savoir, dans certains cas, les symptômes sont inexistants et passent inaperçus. Mais dans leur mode de transmission et dans les solutions que nous avons pour les combattre, les hépatites varient. Le virus de l'hépatite A se transmet surtout par voie alimentaire. Pour l'attraper, il faut consommer de l'eau ou des aliments contaminés par les matières fécales d'une personne malade. C'est pourquoi la maladie se retrouve beaucoup plus souvent dans les pays moins développés, avec moins d'eau saine et d'hygiène. L'hépatite A n'est que rarement mortelle et elle disparaît de l'organisme après infection. Cependant, ces symptômes peuvent être violents. Un vaccin existe contre l'hépatite A. Comme elle est peu fréquente dans nos pays, il est surtout conseillé aux voyageurs qui risquent d'y être exposés. C'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Nous remercions ceux qui ont participé à la réalisation de ce journal: Catherine Emmanuel, Pierre-Éric Witz, Alain Jean-Paul, Mylène Janot, Raphaël Dufour, Frédéric Titus, Marilyn Etilé, Roland Laouché. Il sera rediffusé ce soir à 22h, demain à 6h25 et en multidiffusion sur OM5 TV, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Il est aussi possible de revoir votre journal sur kmttelevision.fr. Passez une très belle soirée, à demain et que Dieu garde la Martinique.